Alors, je vais laisser déjà peut-être vous saluer et vous présenter Stéphane Profit d'Atome Finance et Maître Guedert qui sont avec moi. Bienvenue et merci Stéphane, merci Maître d'avoir accepté l'invitation tout de suite pour répondre au mieux aux attentes. Quand vous saviez que c'était d'intérêt public, j'ai vu que vous aviez tout de suite répondu de façon favorable et c'est un grand merci à vous. Voilà. Stéphane, je te laisse un petit peu prendre la parole. Oui. Oui, bonsoir à tous. Donc, merci Michel de me permettre d'intervenir ce soir et merci à vous auditeurs pour être présents malgré l'heure quelque peu tardive. Donc, c'est dire que le sujet ce soir est intéressant et attendu. Alors, je vais tout d'abord me présenter. Donc, je suis Stéphane Profit. Donc, vous avez bien entendu mon nom, Profit. Donc, c'est vrai que c'est assez marrant pour quelqu'un qui travaille dans la finance. J'interviens ce soir en tant que responsable du développement des apporteurs d'affaires au sein de la société donc Atome Finance, mais je suis également consultant en financement pour le compte d'Atome Finance également. Ce que je vous proposerai, c'est de, comment dirais-je, de vous présenter la société Atome Finance dans son ensemble afin de vous démontrer notre légitimité à prendre la parole ce soir. Puis après, donc dans un second temps, répondre à la problématique suivante en ce contexte si particulier, le crédit immobilier est-il lui aussi confiné? Alors, merci Stéphane. Merci. Maître, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Bon, parfait. Maître qui va intervenir aussi en se présentant. Alors, pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Pourquoi on a voulu organiser ça? Moi, je suis Michel Puchera. Je ne sais pas si tout le monde me connaît, mais je vais me présenter de façon succincte pour que vous puissiez voir un petit peu qui on est et ce qu'on fait. Je vais essayer donc de partager l'écran. J'espère que tout le monde voit bien pour me présenter dans un premier temps. Alors, j'ai donc créé la solution Mondexpa il y a quelques mois de cela. À la base, j'ai 10 ans d'immobilier au Luxembourg et il y a peu de temps, je me suis dit, OK, il faut quand même qu'on apporte un meilleur service et voir comment on peut travailler dans l'intérêt des vendeurs, dans l'intérêt des propriétaires, dans l'intérêt des agences pour créer la solution Mondexpa que vous pourrez retrouver en ligne. Pour vous expliquer dans les grandes lignes ce qu'est Mondexpa, avant de répondre aux questions et pourquoi je représente Mondexpa vis-à-vis des agences, je vais vous expliquer qui on est et ce qu'on fait. Alors, Mondexpa, c'est une solution immobilière qui met en relation des particuliers, des vendeurs avec des professionnels de l'immobilier. Le but étant d'apporter à chacun d'entre eux un service maximum. Comment ça fonctionne? Quand quelqu'un veut vendre son bien, il hésite entre un mandat simple et un mandat exclusif. Aujourd'hui, dans les deux cas, il a des avantages et des désavantages. Mondexpa a été aussi créé pour essayer de prendre les avantages de chaque mandat et de créer un nouveau type de mandat qui s'appelle le mandat partagé. Le mandat partagé que le vendeur peut confier à une des agences immobilières, une des 15 agences aujourd'hui adhérentes à la solution Mondexpa. Et les agences collaborent entre elles. Le but, c'est que le client puisse vendre plus vite et puisse profiter des acheteurs de toutes ces agences immobilières. Voilà, que les agences se disent prêtes à collaborer dans l'intérêt de leurs clients. Donc, les agences qui ont accepté de venir nous rejoindre, et j'espère aussi par le biais de ce webinaire, d'autres agences vont peut-être aussi demander des informations. Vous pourrez les retrouver sur Mondexpa ou en nous envoyant un email directement. L'avantage de passer par la solution Mondexpa et de qui on est, c'est que Mondexpa offre aux vendeurs tout un tas de services et notamment un accès pour suivre le processus de sa vente. Il va permettre cet accès de voir combien il y a d'acheteurs pour le bien du client. Il va permettre de voir où est publié son bien, de savoir quand des visites sont prévues par son agent partenaire ou par d'autres agents, des visites, des présentations, enfin tout un tas de choses pour qu'il ait une transparence totale sur son bien et que les agences puissent collaborer, bien sûr. Au vendeur, ça lui coûte 0 €, donc pas de frais supplémentaires. Ce sont les agences membres qui payent une adhésion. Voilà un petit peu dans les grandes lignes. Les agences qui sont membres et qui participent à ça, ce sont les agences qui veulent un petit peu se démarquer, apporter un service novateur et dire OK, je vends le bien de mon client, je travaille dans son intérêt, j'ai envie qu'il me recommande, donc je choisis la solution Mondexpa.
Pour vous résumer dans les grandes lignes, Mandexpa, donc pour les vendeurs, ça permet de vendre plus vite et de mettre toutes les chances de leur côté. Et aux agences immobilières, l'assurance d'apporter un service maximum à leurs clients, de se démarquer et d'apporter de la transparence tant demandée. Aujourd'hui, si j'ai décidé de faire ce webinaire, l'idée est venue, c'est parce qu'avec les agences membres, on fait déjà en interne des webinaires. Et quand on fait en interne des webinaires, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions. Beaucoup de questions des vendeurs, beaucoup de questions d'acheteurs, beaucoup de questions d'investisseurs, beaucoup de questions de propriétaires, de locataires. J'ai demandé un petit peu de les référencer et je me fais le représentant de ces différentes agences, de ces 15 agences qui sont là aujourd'hui. C'est donc de leur part que je me permets de prendre la parole. Voilà. Avant de répondre aux questions que posent les gens, je vais laisser Stéphane et Maître Godert se présenter un petit peu pour que vous puissiez savoir qui ils sont. Et après répondre aux questions, on va essayer de le rendre un petit peu dynamique, ce webinaire. Voilà, j'arrête mon partage d'écran et je donne la main à Stéphane. Si tu veux bien, je vais te nommer animateur. J'accepte. Avec plaisir. Je suis là. Tac. Alors oui, donc là, je vais vous présenter très rapidement notre société Atome Finance de manière à ce que vous sachiez qui l'on est, ce que l'on fait et en quoi consiste notre travail. Et puis après, on abordera effectivement les questions fondamentales que se posent aujourd'hui bon nombre d'utilisateurs. Alors, Atome Finance, en fait, est une société, comment dirais-je, est une filiale récente de mars 2018 du groupe Atome, donc Atome que tout le monde connaît, qui détient également Atome.lu et Luxauto. Atome Finance est une société donc, de courtage en prêt immobilier. Qui dit courtier dit intermédiaire, c'est-à-dire que nous, on est bien entre vos clients, enfin les clients acquéreurs, et les banques. Atome Finance a été le premier courtier au Luxembourg à obtenir son agrément par la CSSF, la Commission de surveillance du secteur financier. Cet agrément, en fait, nous a permis de développer les conventions de partenariat avec les banques. Aujourd'hui, Atome Finance est partenaire de toutes les banques traditionnelles luxembourgeoises, donc BCP, BGL, BIL, ING et Raiffeisen, à l'exception de la Sparkasse. Mais également, nous avons des conventions de partenariat avec les 3 caisses d'épargne logement allemandes, BHV, Schwabischal et Wüstenrot. Et enfin, nous avons aussi, dans une moindre mesure, des conventions avec les banques françaises. Aujourd'hui, donc, nous sommes, comme vous le voyez à l'écran, une équipe de 9 courtiers, donc agréés par le ministère des Finances, et nous avons une assistante, donc pour répondre à la demande des clients. En 2 ans d'existence, voici les résultats en fait, que peut afficher aujourd'hui Atome Finance, donc qui traduisent notre légitimité sur le marché du financement immobilier. Vous regardez qu'en 2019, on a quand même financé 350 millions de prêts. Ça s'est traduit par 3000 rendez-vous en agence en 2019 auprès donc, de tous les conseillers consultants de financement, donc les courtiers. Nous avons envoyé en banque 1200 dossiers en 2019, ce qui a représenté 120 millions donc, de financement. Aujourd'hui, pour le premier trimestre 2020, on est entre janvier et mars, on a fait donc 120 millions déjà de production. Alors, ces résultats donc, sont dus à la combinaison de plusieurs acteurs que vous voyez ici. Donc, il y a les particuliers, donc les consommateurs, mais nous avons aussi les professionnels de l'immobilier et en fait les partenaires bancaires. Et chacun y trouve en fait un intérêt à travailler avec Atome Finance. Notre mission principale, en fait, elle est donc de faciliter la vie de nos utilisateurs et rendre l'immobilier simple, efficace et sans stress. Mais en quoi concrètement consiste le travail de nos courtiers ? En fait, notre travail consiste à accompagner le client du début de son projet, donc calcul par exemple de capacité d'emprunt, jusqu'à la signature chez le notaire. Nos courtiers vont donc démarcher un maximum de banques et négocier auprès d'elles pour obtenir une réponse rapide, donc avis de faisabilité idéalement, et les meilleures conditions financières du marché en termes de taux d'intérêt, d'assurance et de frais de dossier. Il faut savoir que lorsque la direction d'Atome Finance a signé les conventions de partenariat avec les banques traditionnelles luxembourgeoises, notre direction a insisté sur 2 points. Le premier point, c'est les délais de réponse. Concernant donc le délai de réponse, Atome Finance a souhaité avoir un retour rapide de la part des banques interrogées. Pour ce faire, les banques ont créé pour les courtiers des pôles prescription à qui nous adressons directement les demandes de financement de nos clients. Ces pôles prescription disposent d'une certaine délégation leur permettant en fait d'accorder les crédits directement
et travaille en étroite relation avec le comité pour une décision autour des dossiers plus atypiques. Donc, Atom Finance ne s'adresse donc plus aux agences locales pour les financements de ses clients, c'est ce qui nous permet en fait de gagner un temps précieux. À titre d'exemple, lorsque nous adressons un dossier aux 5 banques interrogées, nous avons un retour sur la faisabilité avec une offre sous 5 jours maximum. Le deuxième point sur lequel notre direction a insisté, c'est les conditions financières. Atom Finance a souhaité avoir les meilleures conditions financières sur le marché et des conditions meilleures que ses clients allaient lui-même directement consulter les banques. Comment est-ce possible? Tout simplement parce qu'en fait, chaque jour, nous adressons un grand nombre de dossiers à ces banques et que ces banques sont fortement intéressées par le fait de pouvoir capter de nouveaux clients ou de pouvoir conserver leurs propres clients. Le volume d'affaires que nous adressons donc aux banques permet d'obtenir de la part de ces banques les meilleurs taux et des frais de dossier moins élevés. Atom Finance dispose en effet d'une marge de négociation avec les banques sur les taux que les clients pourraient avoir lui-même. Notre mission est bien donc de faciliter la vie de nos utilisateurs. Une chose importante, et j'en terminerai là-dessus, en fait, pour présenter Atom Finance, c'est que tout le travail que les courtiers d'Atom Finance font est totalement gratuit. En effet, Atom Finance a fait le choix de proposer aux clients acquéreurs un service 100% gratuit. Ce n'est donc pas le client qui paie la prestation d'Atom Finance, mais la banque que le client aura choisie parmi toutes les offres que nous aurons en fait pu lui obtenir. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Donc, je passe la main. C'était complet là, hein, Stéphane. Alors, maître. Voilà, donc bonjour tout le monde. Merci Michel de m'avoir convié à ce webinaire. Il s'agit en fait d'une première pour moi. Je ne me suis jamais livré à un tel exercice. Bonjour aussi aux participants. Merci de votre présence. Voilà, quelques mots pour me présenter. Je suis Carlo Goethat, notaire avec son office notarial à Dudelange, tout près de la frontière française. Mon étude traite toutes sortes de dossiers qui ont trait au notariat et en particulier les dossiers de l'immobilier. Donc, c'est pour cette raison aussi que je me suis senti très concerné par le webinaire qui m'a été proposé. Voilà, vous vous demandez certainement si les études de notaire ont ouvert ou si elles sont fermées pour l'instant pendant cette période de confinement. Eh bien, je peux vous assurer qu'en règle générale, les études notariales ont ouvert. Donc, nous sommes donc à même de vous assurer la continuité de notre service, et ce qui est aussi normal puisque nous sommes les détenteurs d'une mission de service public. En fait, vu que notre service est essentiel au fonctionnement normal de l'État, l'État nous a expressément conféré une dérogation au principe général de fermeture des commerces et des établissements. Voilà. Donc, ainsi, l'ensemble des membres de mon personnel est présent à mon étude et ils continuent à travailler normalement et ils sont prêts aussi à continuer à accepter toutes sortes de dossiers concernant le notariat, et en particulier les dossiers de vente, bien évidemment, sans aucune restriction ni aucun changement par rapport à nos procédures normales. Voilà. Voilà, je suis à votre entière disposition pour toute question que vous pouvez avoir concernant le notariat pendant cette période un peu particulière qui est le confinement. Ok, maître, très bien. Donc, maître Goethert, qui est pour la première fois qui fait aussi cet exercice, on le remercie et finalement, ça se passe bien. On va commencer les questions-réponses. Si vous voulez bien, parce qu'on voit qu'il y a certaines questions qui arrivent. Peut-être pour le notaire, on voit que notaire, maître Goethert, peut-être une question déjà que j'ai. Les actes, est-ce qu'ils passent encore de votre côté? Oui, bien sûr, sans aucun problème. Nous continuons à travailler normalement. Bon, je comprends qu'il peut y avoir certaines personnes qui ont quelques appréhensions concernant cette histoire de coronavirus, et je peux les assurer, si elles le souhaitent, tous les membres de mon personnel peuvent porter un masque. Ils peuvent aussi ramener leur masque et le mettre lors des rendez-vous.
voilà, et bien sûr, on respecte aussi les règles de distanciation sociale, donc on ne va pas leur serrer la main et on va respecter aussi une certaine distance entre les personnes, donc de 2 mètres au moins. Mais, Donc, si je comprends bien, toutes les règles sont respectées, comme l'informe le gouvernement, le demande le gouvernement, lors de ventes immobilières. Est-ce que ce sont les vendeurs, les acheteurs qui se déplacent en même temps? Est-ce qu'ils viennent l'un après l'autre? Comment ça se passe plutôt? voilà, donc en fait, pour les gens qui préfèrent ne pas entrer du tout en contact avec nous physiquement ou avec l'autre partie, un acte notarié, on leur donne en fait la possibilité d'émettre une procuration sous seing privé. Donc, on va en fait tout simplement leur envoyer un modèle de procuration qu'ils n'ont qu'à imprimer, dater et signer et nous renvoyer. Ils peuvent même nous envoyer un scan, ce sera bon aussi pour nous. Comme ça, ils n'auront même pas besoin de se déplacer physiquement. En fait, ce qu'il y a lieu de signaler, c'est que le gouvernement, en fait, il a apporté un certain allègement pour cette période de crise, dans le sens qu'il permet aussi aux acquéreurs de mettre une procuration sous seing privé pour pouvoir signer un acte hypothécaire. Donc, en fin de compte, en fait, les deux parties, donc aussi bien le vendeur que l'acquéreur, peuvent nous envoyer une procuration sous seing privé et nous allons alors signer les actes en interne chez nous. Comme ça, les personnes n'ont pas besoin du tout de se déplacer chez nous. Et pour les personnes qui souhaitent avoir de simples renseignements sur des questions d'ordre juridique, ils peuvent aussi nous contacter par email, téléphone, fax, scan, et puis on va leur répondre dans les meilleurs délais. Donc, grâce aux technologies, grâce à une procuration, on peut passer un acte sans problème, dans la mesure où on reçoit le projet d'acte avant, on le connaît, et on peut faire l'ouverture de crédit de votre part par ces différents moyens, quoi. Donc, moyens technologiques en renvoyant par scan, par fax, vous avez dit, et par procuration. Donc, on peut en toute sécurité passer un acte de vente. Voilà, absolument. Ils n'ont pas besoin d'avoir des appréhensions par rapport à une possible contamination par le coronavirus. Donc, ils peuvent, nous, on continue de travailler comme d'habitude et il n'y a donc aucune interruption de notre service. D'accord. Est-ce que les compromis, est-ce qu'il y a des acquéreurs souhaitent annuler des compromis? Est-ce que les délais sont un peu plus longs? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, de votre côté, au sein de votre étude? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu le cas d'une personne qui a souhaité annuler son dossier de vente ou son compromis de vente juste à cause du coronavirus. Bien sûr, comme d'habitude, il y a toujours des acquéreurs qui ne se voient pas accorder leur crédit bancaire, mais ça n'a rien à voir de votre côté. En tout cas, nous, on ne connaît pas toujours les raisons pour un refus bancaire. Donc, c'est vrai, je pense que pour ça, c'est plutôt Stéphane qui peut nous en dire un petit peu plus. Tiens, Stéphane, je pense que la transition, elle se fait bien via Atom Finance et les questions des crédits. Est-ce que les crédits, les acquéreurs arrivent à les obtenir aussi facilement? Est-ce qu'il y a des métiers qui vont devenir à risque? Je pense notamment aux restaurateurs, je pense aux indépendants, aux petites structures, aux structures les plus touchées, même si malheureusement dans cette crise, tout le monde est un peu touché. Alors, une des premières questions récurrentes que se posent en fait bon nombre d'acquéreurs, c'est la suivante: est-ce que les banques continuent à prêter? Ça, c'est la grande question du jour. Alors, il faut savoir en fait que les banques n'ont pas arrêté leurs activités, même si les agences bancaires sont fermées. En fait, elles se sont adaptées rapidement en s'organisant. La plupart en fait des équipes sont en télétravail et certains travaillent en agence par petits groupes et en alternance. Toutefois, en fait, les conseillers sont aujourd'hui très sollicités par les entreprises qui éprouvent à l'heure actuelle des difficultés financières. Ils ont donc moins de temps, ils sont moins disponibles pour le financement des projets immobiliers en particulier. Donc, en fait, j'allais dire,
il y a tout un intérêt à interroger en fait Atome Finance, parce que nous, avec Atome Finance, en fait, nous allons contourner cette difficulté puisque nous interrogeons en fait directement le pôle prescription qui travaille en étroite relation, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le comité de crédit. Donc, nous avons donc des contacts privilégiés, ce qui permet en fait de ne pas déranger les conseillers locaux, de façon qu'on n'interroge pas. On va directement en fait voir le pôle prescription avec le comité de crédit. Donc, vous ne passez pas par le conseiller, vous passez directement par le comité de crédit parce que vous montez, vous les prêts, ce qui donne un gros avantage aux banques, vu qu'il y a du télétravail, on ne travaille pas à plein temps, avec, on peut voir les gardes d'enfants, que c'est un petit peu plus compliqué, quelque part, vous les soulagez, quoi. Non, mais exactement, c'est tout à fait ça. En fait, nous, on interroge vraiment directement le pôle prescription avec le comité de crédit, ce qui permet effectivement, je dirais, de gagner un temps énorme. Et surtout, le pôle prescription travaille toujours aujourd'hui. Nous n'avons pas, nous, en fait, arrêté notre activité. On alimente toujours, je dirais, les banques et on a toujours des réponses dans un délai qui est tout à fait raisonnable. Il n'y a pas eu de transformation, je dirais, ou d'allongement de durée par rapport effectivement à l'activité que nous exerçons au quotidien. D'accord. Et des métiers à risque, est-ce qu'on va y retrouver? Est-ce que les banques, est-ce qu'il y a des informations sur ça? Est-ce que… Oui, en fait, une autre question, effectivement, une question que bon nombre aussi d'acquéreurs se posent, c'est est-ce que les banques ont resserré leurs conditions? Exact. Alors nous, ce que nous avons constaté, en fait, c'est que les critères principaux des banques, alors c'est-à-dire le taux d'endettement, le reste à vivre, le saut de charge, ceux-là n'ont pas été modifiés. Les banques n'ont absolument pas modifié leurs critères de décision. Globalement, donc, les banques continuent à prêter de la même manière qu'avant le confinement. Nos courtiers ont récemment obtenu des accords pour des financements sur des durées longues, 30 ans, voire même 40 ans avec certaines banques, pour des financements à 100% du prix d'acquisition. Donc, même sans apport, on arrive encore à avoir des accords bancaires. C'était il y a combien de temps, Stéphane? Excuse-moi de te couper, mais parce que la période, elle évolue tellement, etc. Est-ce que c'était il y a un mois? Est-ce que c'était il y a 2 semaines? Est-ce que c'était il y a peu de temps? Personnellement, j'ai eu un accord tout à l'heure pour des clients qui vont revendre un appartement, qui achètent une maison. Et je viens d'avoir l'accord tout à l'heure de la banque, du comité de la banque, j'ai eu l'accord. D'accord. Donc, plus frais comme information, on ne peut pas l'avoir. Si exactement. Donc, on note toutefois quand même que les banques sont un peu plus vigilantes sur 2 points particuliers. Le premier point, c'est l'activité professionnelle du client. Donc, c'est vrai que la banque, elle va s'attarder aujourd'hui un peu plus sur son activité. Et en fait, pour la banque, elle veut savoir si cette activité-là est source de chômage partiel pour le client qu'elle est susceptible de financer. Donc, lorsqu'il s'agit de clients qui seraient susceptibles d'être au chômage partiel, je dirais, elle souhaite savoir si le client travaille encore. À défaut, si vraiment le client me répond et me dit non, aujourd'hui je suis en chômage partiel, alors là, les banques ne retiendront que 80% du salaire du client. Mais elle va pas rejeter le dossier. Elle va l'étudier sur la base de 80% de son revenu. En revanche, c'est-à-dire qu'avant la crise, s'ils pouvaient emprunter jusqu'à 1 million, aujourd'hui, ils vont se baser sur 800 000, si je comprends bien. À peu près, oui, si, on peut faire un rapide. Pendant la période, après… Tout à fait. Okay. Le deuxième point important qui a été modifié au sein de certaines banques, pareil, c'est quand même pas forcément toutes les banques non plus, c'est le crédit relais. En fait, certaines banques aujourd'hui préfèrent ne plus accorder de dossier qu'en prenant un crédit relais pour le financement de la nouvelle acquisition immobilière lorsque celle-ci est conditionnée par la revente d'un autre bien dont les clients sont propriétaires. La raison, en fait, tout simplement, c'est parce que les banques nous disent j'ai un manque de visibilité en fait sur le prix de vente de ce bien qui sera effectivement sur le marché. On ne sait pas finalement aujourd'hui combien il pourrait être vendu et surtout, ils n'ont pas non plus de visibilité sur le délai de vente. Donc, c'est deux facteurs. Pardon, oui. Excuse-moi de te couper, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas eu, par exemple, d'estimation d'une agence immobilière ou est-ce que c'est par rapport à la situation Covid qu'ils se disent on ne sait pas comment le marché va reprendre, donc on prend un minimum de précautions? C'est ça. Là, c'est vraiment plus par rapport à la situation. Même si on a une estimation d'agence immobilière, ce n'est pas suffisant. En revanche, moi aussi et de mes collègues que j'ai interrogés aujourd'hui, on a réussi quand même à faire passer des dossiers pour lesquels on avait un client qui a un bien à vendre. Parce qu'on savait que, je dirais, le propriétaire-vendeur avait un acheteur. Donc, moi, j'ai présenté le dossier, je l'ai argumenté en disant, si vous donnez l'accord bancaire sur le financement, la nouvelle acquisition immobilière du client, le client a l'acheteur.
et auquel cas la banque m'a donné un accord sous réserve. Moi, j'ai donné l'information à mes clients, ils ont mis en vente le bien, ils ont signé le compromis, j'ai retransmis le compromis à la banque et elle m'a donné son accord définitif. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a quand même en fait des clients qui aujourd'hui veulent vendre leur bien et qui savent quand même qu'ils arriveront à le vendre et qu'ils ont des acquéreurs vraiment potentiels latents, mais eux-mêmes ne veulent pas vendre parce qu'ils se disent mais oui, mais moi si je vends mon appartement et que finalement la banque me refuse l'achat de ma nouvelle acquisition, je vais me retrouver à la rue. Donc on comprend cette inquiétude. Donc en fait voilà, aujourd'hui les banques préfèrent malgré tout qu'il y ait quand même un compromis de signer sur le bien à vendre. D'accord ? Mais en fait, encore un avantage avec Atom Finance, c'est comme nous on interroge plusieurs banques. Si certaines sont réticentes à faire du crédit relais, d'autres en font toujours. Donc, comme on inonde un petit peu les banques, on arrive toujours à obtenir un accord bancaire avec, malgré tout, un crédit relais. Donc, en fonction de la situation du client, s'il doit vendre, pas vendre, vous savez plus ou moins réorienter directement le vendeur ou l'acquéreur sur une banque plutôt qu'une autre en fonction de cette situation. Comme nous sommes en fait au quotidien et en permanence en contact avec les banques, nous les avons tous les jours au téléphone, en fait les comités. Donc on sait pertinemment lesquels, on connaît tous leurs critères et on sait pertinemment lesquels en fait peuvent prendre un dossier avec crédit relais sans compromis de vente signé et les autres qui ne le feront pas. Donc on sait où orienter le dossier. D'accord. Et une question aussi importante par rapport aux taux. Oui. Est-ce que les taux avant Covid, les taux, on peut dire qu'ils étaient plus bas que bas, hein, on aura des pâquerettes, pour reprendre une expression. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que dans les derniers taux, est-ce qu'on voit une augmentation des taux des prêts immobiliers? Est-ce que ça stagne? Est-ce que tu peux nous répondre sur ça? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir qu'en fait, qu'Atom Finance, en tant que partenaire des banques, nous, on reçoit en fait régulièrement la mise à jour des taux pratiqués par les banques. D'accord ? Donc, on connaît effectivement chaque semaine sur chaque banque ce qu'ils pratiquent. Ça, c'est en fait, on a la grille de taux des banques qui est la grille publique. Donc, taux public, ça veut dire que si toi ou moi ou un acquéreur potentiel allait démarcher lui-même la banque, on aurait effectivement le taux public. D'accord ? Mais public, nous en tant que particulier, agence immobilière, peu importe, on peut les voir, ces taux-là ou Non, nous, non. Public. On peut pas. D'accord. Public, mais privé. Ça veut dire que si tu allais à la banque, oui, tu irais faire ta simulation, le taux qui sera affiché sur ta simulation, c'est le taux public, le taux que les banques nous donnent. D'accord ? D'accord. Là-dessus, on a notre marge de négociation, donc on aura toujours meilleur que le client. D'accord ? C'est que si on est en direct. Alors là-dessus, une fois qu'on a ça, nous on a constaté en fait sur ces dernières semaines que en fait il y a eu une hausse des taux fixes sur des durées longues. Donc c'est-à-dire sur les durées de 25 et 30 ans. Cette hausse s'est traduite par une augmentation de l'ordre de 0,30 points de base en moyenne depuis le début de la crise. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, un taux fixe sur 30 ans est autour de 1,60. Avant la crise, on était plutôt à 1,30. D'accord. Donc, il y a une tendance à l'augmentation. Sur les taux fixes. D'accord ? Pour les taux fixes. Okay. En revanche, les taux variables sont quant à eux restés relativement stables et sont aujourd'hui à un niveau comparable à celui d'un peu avant la crise. Et tout à l'heure, j'ai eu la grille en fait d'une banque et on a bien vu qu'elles ont même redescendu en fait leur taux variable par rapport à la semaine dernière. Ce qui est un signe positif. Je le comprends comme ça. C'est-à-dire que s'ils se sont protégés avec les taux fixes en remontant, peut-être la semaine dernière ou il y a 2 semaines ou 3 semaines, c'était de voir un petit peu comment allait réagir la crise sanitaire. Est-ce qu'elle allait impacter directement sur une crise économique ou pas? Là, on peut le prendre comme un signal disant que assez favorable, quoi. Oui, mais c'est aussi surtout pourquoi les banques ont remonté aussi leur taux fixe, c'est parce qu'elles savent qu'en cette période-là, les clients vont aller, je dirais, spontanément plus vers le taux fixe. Ils vont vouloir sécuriser un petit peu le financement de leur projet. Donc, les banques, elles ont remonté les taux pour préserver leur marge. Bien sûr. Et on sait que ça va coûter, hein, ça va facturer. Enfin, il y aura une grosse facture sur cette crise. Hein. Elle ne va pas laisser effectivement toutes les entreprises sans difficulté financière. Donc, en fait, les banques, je pense, préservent leur marge. Du coup, elles ont augmenté plutôt cette tendance de taux parce qu'il y a plus de clients qui veulent aller vers les taux fixes. Et oui, ce qui est compréhensible pendant cette période. Donc, on va dire qu'en fonction de comment va réagir l'après-Covid, il y aura une répercussion sur les taux fixes et les taux variables alors. Inévitablement. Ah bah oui, c'est sûr. Mais bon, après, on peut quand même espérer et puis s'attendre à ce que les taux après, on va dire, cette sortie de crise se maintiennent malgré tout, parce qu'il faudra de toute façon permettre aux ménages malgré tout de devenir propriétaires. Et donc, si les prix de l'immobilier n'ont pas
baisser, il faudra malgré tout aussi que les taux se maintiennent. Sinon, c'est une équation qui ne va pas pouvoir se résoudre, hein. Si les prix de l'immobilier sont chers et que les taux sont élevés, ça va être difficile pour bon nombre d'entre nous de pouvoir devenir propriétaires. Donc, il y aura malgré tout, de toute façon, comment je dirais, un certain équilibre qui va se faire inévitablement. D'accord, ouais, je comprends. Maître, de votre côté, pour les actes de vente, est-ce que vous aviez dit tout à l'heure ça prenait un petit peu plus de temps par rapport au taux? Là, j'ai une question qui a été posée. Il devait y avoir un accord de banque de valider avant le 29 février. On n'a toujours pas l'accord de banque. Donc, je suppose qu'il y a eu une prolongation de la banque quand même, disant que le dossier est toujours en cours de traitement. Donc, je vois les réponses qui s'affichent en même temps. D'accord. Voilà, bon, on est d'accord. Si. Donc, ça a été juste plus long, si je comprends bien, vis-à-vis de cette période, hein. Si vous avez des accords de banque qui arrivent à échéance, la période Covid, ce n'est pas pour ça que le compromis doit être annulé. Il faut surtout demander à votre établissement bancaire de faire un courrier comme quoi le dossier il est en cours de traitement et que pendant cette période, c'est fort compréhensible que ça se prolonge de façon naturelle, hein, maître, c'est ça? Absolument. Et, moi, j'estime qu'il faudrait en fait lire le compromis de vente en détail. S'il n'y a pas si la date butoir ne constitue pas une clause absolument déterminante du compromis de vente et que l'accord de banque arrive quelques jours plus tard, moi j'estime que le compromis de vente est toujours valable et qu'il lie toujours les parties. Bien sûr, et encore plus en cette période de crise, en cette période exceptionnelle, quoi. Oui, absolument. Je veux dire, les parties, la partie acquéreuse, elle pourra toujours arguer et dire que par le fait du coronavirus, il n'avait pas accès en temps voulu au service de la banque et que pour cette raison, il y a eu un cas de force majeure et que le délai serait en fait à prolonger d'une certaine période. On ne peut pas s'en servir comme excuse. Par contre, que ce soit prolongé de façon naturelle, c'est compréhensible et ça n'a pas lieu de devoir faire une annulation ou autre, hein. Oui, voilà, absolument. Absolument. Très bien. La période pendant laquelle l'acquéreur aurait dû communiquer soit de son accord, soit de son refus bancaire était vraiment stipulé d'une manière contraignante en disant que une fois cette date butoir passée, le compromis de vente serait nul et non avenu. Je pense en ce cas précis-là, on pourrait effectivement considérer qu'il y aurait une nullité du compromis de vente, mais autrement, je pense qu'il y a le vendeur, en fait, il ne peut pas se décharger comme ça du compromis de vente. Voilà, ça ne marche pas. Et avant, il me semble que vous étiez juge en plus, c'est ça, avant d'être notaire? Non, j'étais fonctionnaire. Fonctionnaire. Pas juge, non. Okay. Stéphane, est-ce que tu avais d'autres questions qu'il fallait soulever aussi, peut-être qu'on n'a pas abordé? Vous parlez un peu de délai effectivement de décisions bancaires qui peuvent être parfois données après la date butoir mentionnée dans le compromis. Donc moi, je peux donner un petit peu un élément de réponse sur ces délais, parce qu'une question qui est souvent posée, c'est les délais de décision se sont-ils allongés? Nous, ce que nous Constatons, je t'aide. Lorsque les clients en fait sollicitent Atome Finance pour le financement de leur projet immobilier, les retours que nous avons pour un avis de faisabilité sont tout aussi Jamais ça. de principe, parce qu'en plus le dossier est de très bonne qualité, il y a un apport quand même très important. Donc j'ai eu le retour des 5 banques interrogées par le comité avec les propositions et avec la négociation des taux que j'ai demandé.
Et donc, aujourd'hui, la cliente doit faire le choix, effectivement, parmi toutes les propositions que je vais trouver. Et donc, on voit bien que nous, les délais, pour nous, ils ne se sont pas du tout allongés à ce niveau-là. Moi, je peux confirmer en fait ce qu'a dit Stéphane. Oui. Assez curieusement, les banques ont même tendance à travailler encore plus rapidement que d'habitude pendant cette période de confinement. Par exemple, nous, on reçoit beaucoup plus rapidement les soldes des crédits à rembourser. Et on reçoit aussi plus rapidement les mandats de la part des banques pour signer donc, les actes d'ouverture des crédits. Donc, ils sont même encore devenus plus réactifs qu'en temps normal, en fait, les banques. Ce qui est quand même aussi assez curieux. Okay. Donc, je disais, tant mieux, c'est un paradoxe quand même en cette période, s'ils sont encore plus réactifs. Ça donne des signaux positifs sur la suite. Voilà, absolument. Est-ce que Stéphane, il y avait d'autres points, d'autres questions qui revenaient ou on passe un petit peu à la partie immobilière? Moi, une des dernières questions qui est revenue, en fait, c'est pour les clients, entre guillemets, qui ont l'habitude de solliciter des courtiers, qui connaissent en fait le milieu du courtage. En fait, la question est la suivante, c'est les courtiers en prêt immobilier sont-ils toujours en activité? Donc, j'aurais tendance à dire mais vraiment plus que jamais. En fait, Atome Finance continue son activité et nos courtiers en fait se sont adaptés aux circonstances. Nous sommes aujourd'hui aussi en télétravail et nous sommes disponibles par téléphone et par mail. Nous organisons aussi en fait des rendez-vous à distance par visioconférence pour établir aux futurs acquéreurs une simulation de financement et en fait pour les accompagner dans la recherche du financement de leur projet immobilier. Donc, on assure les demandes des clients et le suivi de leur dossier jusqu'à la signature de l'acte notarié. Et moi, je voudrais, c'est juste pour terminer sur ces questions, on a fait, nous, à Atome Finance, un premier bilan, enfin un bilan, on va dire, après un mois de confinement. Donc, il faudrait que je partage l'écran. Est-ce que tu peux me donner la main, Michel, s'il te plaît? Oui, alors. Parce que ça, c'est important de vous montrer effectivement quand même ce qui s'est passé en un mois. Voilà, tu l'as. Merci. Alors, en fait, voici en fait le bilan après un mois de confinement. Donc, il faut quand même noter que sur ces 4 dernières semaines, Atome Finance a quand même reçu 250 nouveaux contacts. Alors ça représente à peu près, on va dire 40% de notre activité en temps normal, mais on voit quand même que l'activité continue. Et donc, 16 mars, 16 avril, ouais. Vous n'avez pas fait 0%, vous avez fait 40% de votre chiffre d'affaires. Voilà, tout à en fait. Période Covid. Absolument. Donc, sur ces 250 nouveaux contacts, il y en avait 55% en ligne, 22% à la suite d'une recommandation d'un proche et 23% via nos partenaires professionnels de l'immobilier. Alors, ces 250 nouveaux contacts ont donné 135 rendez-vous à distance via Skype ou téléphone. Et sur ces 135 rendez-vous, en fait, 30% avaient déjà signé un compromis. Et quand je dis signé, ce n'est pas forcément signé avant, je dirais, le 16 mars. Hein. Il y en a qui signent des compromis pendant, je dirais, le confinement. D'accord. Pour un financement donc immédiat et 70% c'était pour un calcul de capacité d'emprunt. Donc des gens, malgré tout, malgré la crise, malgré le confinement, j'allais dire, ils ont même un peu plus de temps à se consacrer finalement peut-être à leur futur projet immobilier. Donc ils nous sollicitent pour savoir combien ils pourront emprunter compte tenu de leur situation actuelle. Ils font le travail en amont, quoi. Ils vont d'abord voir la banque avant d'aller visiter les biens. C'est l'ordre qu'il faudrait respecter, je pense. Nouveau contact, près de 100 clients. Ouais. Et près de 100 clients ont signé leur prêt via Atome Finance. Ça représente en fait 50 millions de financement immobilier effectué à distance pour une enveloppe moyenne de 546 000 euros. Ça veut dire que le montant moyen qu'on a financé, c'est 546 000 euros. Donc, c'est même des projets qui ne sont pas forcément de petits projets. Hein. On a vraiment de tout type de clientèle. Oui, ça, le tableau-là, il est très bien. Enfin, cette page PowerPoint, elle explique clairement que l'activité continue, que malgré la crise, les gens continuent d'acheter et qu'aujourd'hui, en pleine période Covid, l'activité, même si elle est ralentie, elle continue à tourner. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, pour le moment, le nombre d'offres de prêts signées en fait par l'intermédiaire d'Atome Finance ne diminue que très légèrement. Merci pour ton PowerPoint. Je te laisse arrêter la présentation du PowerPoint et redonner la main peut-être pour qu'on puisse
continuer sur la même chose. Tu avais posé une question, est-ce que les Atom Finance continuent de travailler, les banques continuent à travailler? On a bien compris que oui. C'est un métier où il y a un petit peu plus… Tu arrives à annuler le PowerPoint? J'ai un peu de mal. Vous y arrivez un peu plus par rapport à d'autres activités. Par rapport à l'immobilier, pour reprendre un petit peu, et je vais parler au nom des agences adhérentes, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que les agences immobilières sont-elles fermées? Non, les agences immobilières ne sont pas fermées. Enfin, beaucoup d'agences immobilières ne sont pas fermées. Ça ne veut pas dire que les agences immobilières font des visites. Entre être fermées et faire des visites, c'est deux choses qui sont complètement distinctes. Mais les agences immobilières aussi, je les vois vis-à-vis des webinaires qu'on a fait, elles restent ouvertes. Elles se consacrent davantage à leurs clients, à leur apporter des conseils, à intervenir dans d'autres choses que de la vente purement. Et c'est bien parce que peut-être que quelque part, le Covid donne un esprit un petit peu plus humain, un peu plus de conseils, d'apport vis-à-vis de leur clientèle. Aujourd'hui, les agences immobilières, même si elles ne peuvent plus travailler, même si elles ne peuvent plus faire des visites sur place, on a entendu Xavier Bettel parler il y a peu de temps, minimum jusqu'au 11 mai, interdiction de faire des rendez-vous, interdiction de faire des visites. Et pour les agences immobilières, c'est vrai que c'est un coup dur. Pour les vendeurs, c'est un coup dur. Et il faut, dans ces cas-là, redoubler d'imagination, redoubler d'efforts pour essayer de préserver, de rester dans une dynamique positive vis-à-vis des agences et de leurs clients. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Je parle notamment aux visites virtuelles qui se font de plus en plus. Il y a aussi donc des estimations en ligne. Bien sûr, souvent, comme disent les agences adhérentes, sous réserve de voir le bien à la fin, mais il y a tout un travail qui peut être fait en amont entre l'agent immobilier et le vendeur pour pouvoir préparer la vente et préparer l'après-Covid. Je vais essayer de reprendre la main pour continuer à voir un petit peu. Donc, on sait minimum jusqu'au 11 mai que les visites ne sont pas possibles. Il y avait beaucoup de questions sur les états des lieux. Comment faire pour les propriétaires? Comment faire pour pouvoir organiser les états des lieux, vu que c'est compliqué et qu'il ne peut pas y avoir d'état des lieux fait par les agences immobilières. Donc, les états des lieux, c'est vrai qu'elles doivent se faire bien sûr en relation avec l'agent immobilier, le propriétaire, le locataire, mais sans que l'agent immobilier soit sur place. Si le logement est vide, le propriétaire, ce qui est recommandé ou préconisé, c'est qu'il aille déjà sur place, faire un état des lieux, prendre des photos de ce qui a été fait, qu'il le signe dans un premier temps, qu'il l'envoie au futur locataire en mettant les clés à sa disposition dans la boîte aux lettres pour que le futur locataire, quand il rentre dans le logement, il ait 24 à 48 heures pour aller contrôler, aller voir si tout est en ordre et faire un retour. Donc, les états des lieux doivent être un petit peu modifiés. C'est un petit peu les retours des agences, comme disent via le webinaire, vu confinement oblige. Donc, pour répéter, propriétaire qui va sur place, qui fait des photos, qui remplit l'état des lieux, qui le transmet à l'agent immobilier, qui le fait via Skype avec l'agent immobilier et qui l'envoie au locataire. Le locataire contrôle pendant 24 heures, 48 heures pour savoir que tout est en ordre pour le valider officiellement. Ça, c'est la première question la plus importante. Et il y avait une deuxième question qui revient aussi régulièrement, qu'on fait par les agences, c'est comment faire? Le locataire devait rentrer le 15 avril. Il a déjà commencé à avancer les charges, à payer. Il ne peut pas emménager tout de suite, il ne peut pas emménager le premier mois. Il doit payer. De l'autre côté, il est contraint de rester dans son ancien logement. Le locataire a son loyer à payer, plus le nouveau loyer, c'est compliqué. C'est vrai. Si c'est le propriétaire qui a aussi donc, son appartement à payer plus sa maison,
c'est aussi compliqué. Dans les deux cas, c'est une période compliquée et aucun des deux ne peut annuler ou arrêter le paiement. Après, c'est plutôt du bon sens et il faut essayer d'agir en toute logique. Ce qui a été recommandé pour les agences membres Mondexpa à leurs clients, c'est de faire moitié-moitié, que chacun prenne en compte une partie, vu que les déménageurs ne peuvent pas faire les déménagements. Donc, on va dire une partie du loyer, donc on divise le loyer en deux, une partie par le locataire, une partie par le propriétaire. L'idéal pour les futurs locataires, c'est qu'ils puissent prévenir longtemps à l'avance, que le propriétaire il essaye de s'organiser avec son établissement bancaire pour suspendre son crédit. Ça, c'est la meilleure chose. S'il arrive à suspendre pendant toute la période de confinement, personne n'est obligé d'avancer le loyer, les charges. C'est la meilleure solution. Si ce n'est pas le cas, on conseille moitié-moitié. Après, personne d'entre nous n'est avocat. On ne sait pas s'il y a de jurisprudence et on ne pense pas sur ça. Donc, il vaut mieux faire appel à du bon sens. Le bon sens, c'est ce qui va primer et la solidarité dans ce cas de figure. Voilà un petit peu. Et puis, la dernière question qu'on va essayer de répondre ensemble. Quel sera l'état du marché demain? Est-ce que les prix vont baisser? Est-ce que les prix vont augmenter par rapport à cette période Covid? On n'a pas de boule de cristal, personne ne peut vous répondre exactement quel sera l'état du marché dans 6 mois, dans 1 an. S'il y a quelqu'un qui vous donne la réponse, je ne suis pas sûr qu'il ait toutes les cartes en main parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs, pas mal de critères à prendre en considération. On a pu en voir un certain nombre avec Stéphane d'Atom Finance qui nous a répondu déjà à quelques questions, avec le notaire qui continue à travailler. On voit que on peut voir que les prêts n'augmentent pas, les taux d'intérêt n'augmentent pas de façon considérable, sont toujours assez stables, que les banques prêtent. Ce sont déjà des premiers signaux positifs. On a aussi l'expérience de certaines agences membres qui ont déjà vécu différentes crises. La crise de 2007-2008, la crise qu'il y avait pu avoir sur différents marchés immobiliers et sur Luxembourg en tout cas. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de baisse ou vraiment d'éléments conséquents où les prix ont dégringolé. Loin de là, le marché a stagné pour après repartir de plus belle parce que dans une crise, il y a toujours des doutes et c'est normal qu'il y a une certaine stagnation. Là, on est sur une crise qui est un petit peu différente parce qu'on est sur une crise sanitaire. Il y a plusieurs aussi enjeux qu'il faut prendre en considération. C'est la bourse. On a pu voir que la bourse avait dans un premier temps chuté de façon logique et légitime avant de revenir un petit peu plus, de remonter. Bien sûr, elle n'est pas au maximum et c'est normal pour cette période, mais elle ne dégringole pas, elle ne continue pas de dégringoler. C'est aussi un côté positif. Ensuite, il y a comment va réagir le gouvernement? Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Comment va-t-il aider les entreprises, les indépendants? Quel va être l'état d'esprit général au Luxembourg? Quelle va être la critique dans les médias? C'est hyper important. Est-ce qu'on va avoir des critiques plutôt positives sur le dynamisme et qui va mettre un état d'esprit général positif? Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on commence à voir sur différents médias au Luxembourg. On voit des confinements, on voit des mots-clés ou des titres de journaux encourageants, j'ai envie de dire. Après, il y a aussi une chose qu'il faut prendre en considération, c'est que l'après-crise, il va y avoir pas mal de biens à la vente. Forcément, il va y avoir donc tous les biens qui vont être mis à la vente, les vendeurs qui l'avaient annulé des différents portails immobiliers ou qui avaient mis en vente leurs biens pendant la période Covid, qui vont remettre en place. Il va y avoir notamment beaucoup de programmes neufs, parce que même si les sociétés de construction ne peuvent reprendre qu'aujourd'hui, les architectes travaillaient quand même pendant toute la période, l'ITM travaillait aussi, les communes à faire passer des dossiers, même s'il n'y avait pas de rendez-vous une fois par semaine au conseiller chevinal, mais que c'était une fois toutes les 2 semaines, il y a quand même eu du travail de fait. Et il risque d'y avoir un afflux de programmes neufs,
dans les semaines à venir, dans les mois à venir après le confinement. Donc, pas mal de programmes neufs. Les biens qui avaient été mis en vente, qui ont été annulés, qui vont être mis en vente. Les biens qui, période Covid, qui ont peut-être créé, donc les gens se sont rendus compte que l'espace est un peu trop restreint, un peu trop petit, qui vont vouloir avoir plus d'espace, donc de nouvelles ventes. Peut-être aussi malheureusement des séparations, peut-être aussi des naissances. Donc, tout ça peut faire un afflux de biens, plus cette période où on va arriver fin période scolaire, déménagement, des expats, arrivée des expats, encore un nouveau vivier de biens. Et ce qui peut se passer, c'est qu'il va y avoir peut-être plus de biens qu'en règle générale qui vont être mis à la vente. Donc, une offre un peu plus importante par rapport à un marché qui était saturé et des acheteurs qui vont probablement vouloir attendre un petit peu plus qu'auparavant où une vente se faisait, un bien qui était au prix se faisait très rapidement. Peut-être maintenant, les délais vont être un peu plus prolongés. Voilà. Donc, on pense que pendant les 6 prochains mois, il ne va pas y avoir d'augmentation comme ça s'est fait au quotidien. Il ne va pas y avoir de dégringolade non plus, vu l'ensemble des signaux positifs qu'on a pu voir ensemble, mais peut-être une stagnation, un état d'esprit, des doutes à lever. Et si il n'y a pas de crise économique qui vient se mêler à la crise sanitaire, finalement, Stéphane, maître, il n'y a pas de raison que le marché ne reprenne pas comme il l'était au préalable, quoi. Tout à fait d'accord. Moi, j'aurais rebondi un petit peu sur le prix de l'immobilier. C'est vrai qu'avant crise, les prix étaient quand même particulièrement élevés au Luxembourg. C'était lié, tout le monde le sait, je dirais, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est ce qui détermine en général un prix. Tout ce qui est rare est cher. Donc, comme il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, du coup, les biens étaient élevés. Mais là, si la tendance est plutôt qu'il y aura plus de biens sur le marché, on peut espérer peut-être une stabilité des prix, ce qui serait, je dirais, déraisonnable au Luxembourg, quoi. Ça permettrait à bon nombre peut-être effectivement de pouvoir accéder à la propriété encore plus et puis de permettre, je dirais, oui, un marché immobilier certes dynamique, mais avec des prix qui reviennent un peu à la raison. Parce que c'est vrai qu'on a eu ces derniers mois, avant la crise, quand même des prix qui étaient quand même un peu parfois trop élevés aux yeux des fois de certains comités de banque. Donc voilà, donc ça permettra peut-être cette crise finalement de rétablir un juste prix, si je puis me permettre. Moi, je voulais en fait rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Michel, concernant les conflits entre propriétaires et locataires, dans le sens où les locataires en fait tarderaient à déménager dans leur nouveau local pris en location. Oui. En fait, le gouvernement il vient d'ajouter une dérogation au profit des sociétés de déménagement dans le règlement grand-ducal en fait qui règle le confinement. Donc, du coup, en fait, ce type de problème va se poser moins à l'avenir. Ah, ça, c'est une excellente nouvelle. J'en avais pas connaissance. Donc, les sociétés de déménagement reprennent du service. Et donc, ils peuvent aussi travailler et donc faire opérer donc, les déménagements. Ça va aider. Parfait, parfait. Ben, tant mieux, encore un élément de réponse supplémentaire pour pouvoir répondre à cette fameuse question. Donc, pour conclure un petit peu sur ce webinaire Covid-19, donc, il n'y a pas de signaux alarmants sur des chutes de prix aujourd'hui. Au contraire, peut-être une stagnation, peut-être plus de biens pour les acquéreurs, enfin pendant un délai de 6 mois. C'est peut-être un petit peu plus les agences immobilières, ça va être un peu plus compliqué pour les agences immobilières pour réaliser des transactions parce qu'entre les 2 mois écoulés et la période juillet-août, qui est toujours une période où le marché est au ralenti avant de reprendre le 15 septembre, des délais un petit peu plus longs avant de retrouver un marché assez actif et dynamique comme on l'a au Luxembourg. Voilà, je pense qu'on peut conclure sur ça. Est-ce que vous voulez, Maître Stéphane, rajouter peut-être d'autres choses ?
Non, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, j'avais à dire ce que j'avais. Enfin, j'ai dit ce que j'avais à dire. En tout cas, je remercie, en tout cas, les auditeurs d'avoir, comment j'irais, répondu présent à notre webinaire. Et puis donc, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. On a enregistré ce webinaire. On va le mettre, je pense, d'ici demain en ligne sur la chaîne YouTube Mandexpa. Donc, vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube Mandexpa l'intégralité du webinaire avec les questions, les réponses et ce qu'on s'est dit. Si vous avez des questions pour nos interlocuteurs, pour Stéphane, pour Maître Godert, Stéphane, est-ce que tu veux bien peut-être rappeler ton email ou mettre aussi, afin qu'il puisse poser des questions si on n'a pas pu y répondre et qui sont de sujets d'immobilier pour pouvoir y répondre. Voilà, Stéphane, je le vois. Donc, stéphane.profit@tomfinance.lu. Stéphane, je vois que maintenant tu maîtrises très bien le PowerPoint et prendre la main sur le logiciel. À tel point que… Parfait. Maître, une adresse aussi mail de l'étude peut-être. Donc, je voudrais aussi remercier les auditeurs pour l'attention qu'ils nous ont prêtée. Et donc, s'ils ont encore des questions à me poser, ils peuvent les envoyer à mon adresse email qui est l'adresse suivante. Donc, notaire@cgoedert.lu. Donc, notaire@cgoedert.lu. Parfait, parfait. Et s'il y a des questions via l'immobilier, on consultera l'ensemble des agences immobilières membres. C'est contact@mandexpa.lu. Voilà. On va finir sur ça. Merci d'avoir assisté. Je vous dis à très bientôt pour cette première et j'espère que ça vous a plu. Et une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et restons positifs. À bientôt. D'accord, merci. Ciao. Ciao, ciao.